Bienvenue sur Ways of Blooming, un podcast pour s'épanouir personnellement, spirituellement et dans sa relation à l'autre. Je m'appelle Annabelle, je suis psychopraticienne et thérapeute de couple et dans ce podcast, j'aborde des sujets qui me passionnent à la fois personnellement et professionnellement. Aujourd'hui, nous allons parler de notre cerveau et de notre flux de pensée. Un grand sujet puisque notre flux de pensée est souvent en grande partie responsable pour beaucoup de problèmes qu'on peut avoir vis-à-vis d'un dialogue intérieur négatif. Donc aujourd'hui, je vais parler de comment est-ce qu'on peut développer une relation différente au flux de nos pensées, inspirée par les traditions bouddhistes, les traditions zen, mais aussi par la thérapie qu'on dit d'acceptation et d'engagement. Tout ça dans le but d'avoir de meilleurs outils, une meilleure connaissance pour nous aider à mieux gérer ce flux de pensée incessant qui peut souvent être extrêmement pesant et causer pas mal de problèmes de santé mentale. Alors je commence cet épisode par parler un petit peu de ce fameux flot incessant des pensées. On a apparemment en moyenne environ 10 000 à 60 000 pensées par jour. Ceci est une estimation approximative puisque c'est difficile de mesurer cela. Mais en gros, voilà, on a un flux de pensées qui est constant dans notre cerveau, qui tourne en boucle. Et pour beaucoup de personnes, malheureusement, ce flux de pensées peut finir par devenir un véritable fardeau. Et il peut finir par même devenir un peu comme un tyran intérieur. Il y a une particularité humaine, c'est que en tant qu'humain, nous avons non seulement la capacité de penser et de réfléchir, mais en plus la capacité à penser à nos pensées. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Donc je pense à mes pensées. Et ça veut dire qu'on a aussi cette capacité à juger, à analyser, à décortiquer notre flux de pensée. Donc non seulement on a les pensées initiales qui surgissent, mais ensuite on a le flux de pensée qui vient analyser et juger ces fameuses premières pensées. Tout cela est lié à notre cortex préfrontal qui dirige la cognition, la planification, la réflexion. Voilà, tout ce qui touche en fait à la pensée supérieure en tant qu'être humain, c'est le cortex préfrontal qui en est responsable. Et c'est une partie de notre cerveau qui, dans l'histoire de l'humanité, n'est pas très ancienne. C'est une partie de notre cerveau qui est présente depuis environ une centaine de milliers d'années. Alors on peut dire merci à ce cortex préfrontal pour nous donner la capacité à avoir des pensées si évoluées, de notre capacité à pouvoir planifier, créer, réfléchir, imaginer, construire un monde, le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui avec toute la technologie qu'on a. Mais du coup, on peut aussi remercier ce fameux cortex préfrontal pour parfois nous rendre la vie un peu plus compliquée, puisque, comme je l'ai dit, ça nous permet aussi d'avoir accès au jugement et au jugement de nous-mêmes et donc au jugement aussi de nos pensées. Il faut aussi savoir que notre cerveau est à l'origine conditionné pour s'orienter, regarder et retenir le négatif. On appelle ça le biais de négativité et ça veut dire que pour des raisons ancestrales, il valait toujours mieux pouvoir s'orienter et retenir le négatif pour tout simplement survivre. Pour nos ancêtres, pouvoir repérer un danger était absolument vital. Donc il y a potentiellement un bruit suspect, il y a peut-être un animal dans les buissons, il y a peut-être un conflit dans la tribu. Pouvoir repérer tous ces dangers était absolument vital pour la survie et c'est grâce à ça qu'on a réussi à survivre jusqu'à maintenant dans ce monde moderne. Donc de nouveau, on peut aussi remercier cette capacité qu'on a à avoir un cerveau très réactif vis-à-vis du danger et cette capacité qu'on a à voir et retenir les choses potentiellement dangereuses et négatives. Mais malheureusement, c'est aussi exactement ce mécanisme qui est responsable pour le fait qu'aujourd'hui, dans ce monde moderne, nous avons tendance à aussi toujours nous orienter vers les choses négatives et à retenir plus les choses négatives. Donc l'évolution fait bien son rôle, mais puisque nous vivons aujourd'hui dans un monde un petit peu différent de nos ancêtres, ce n'est plus le prédateur ou le serpent qui va nous faire peur et nous pousser à avoir des pensées négatives. Ce sont nos collègues au bureau, les perceptions que nous avons de nous-mêmes, analyser sans cesse le passé, le futur. Et tout cela, ce sont des mécanismes qui font que voilà, on peut malheureusement tomber dans des spirales et ça accentue les problèmes d'anxiété, les problèmes de dépression, les problèmes de troubles obsessionnels compulsifs, de pensées limitantes. Toutes ces choses-là
sont extrêmement liées à notre cognition et la manière dont on réfléchit, et surtout la relation qu'on entretient avec ces schémas de pensée. Alors pour donner quelques exemples de à quoi peuvent ressembler ces pensées négatives, il peut y avoir les pensées négatives qui sont liées à notre perception de nous-mêmes, donc qui je suis, ce que je fais bien ou ce que je fais pas bien. Par exemple, les pensées du style je suis nul, je suis incompétent, j'y arriverai jamais, je suis moche, je suis un raté, personne ne m'aime. Voilà, ça c'est plutôt lié à la perception que j'ai de moi-même. Ensuite, il y a les pensées négatives style scénario catastrophe en général. Donc tout ce qui va toucher à essayer de contrôler généralement le futur, mais potentiellement aussi le présent. Généralement, ce sont des pensées qui débutent par « et si ». Et si ça se passe mal? Et si il me juge? Et si l'avion tombe et je meurs? Et si elle me déteste? Et si je finis à la rue? Et si je perds mon boulot? Et si je rate ma présentation? Voilà, tout ça, c'est des exemples de pensées catastrophes auxquelles on peut généralement tous s'apparenter au moins un petit peu. Et puis, un troisième type de pensée négative qui existe, ce sont des pensées qu'on dit intrusives, parce que ce sont des pensées qui généralement peuvent être assez dérangeantes et bizarres même. Parfois même, elles peuvent être des pensées choquantes ou absurdes, et ce sont des pensées intrusives et qui sont vraiment typiques dans ce qu'on appelle le trouble obsessionnel compulsif. Alors là, des exemples de ce genre de pensée, ça peut être « et si je tuais mon bébé? Et si je renverse cette personne avec ma voiture? Et si je trompe mon partenaire? Et si je suis en fait un serial killer? Et si je suis en fait un pédophile ?» Voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, mais comme tu l'as remarqué, ce sont des pensées qui peuvent être particulièrement dérangeantes et même choquantes, comme je l'ai dit. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des pensées intrusives. Alors, beaucoup de gens peuvent s'apparenter à avoir déjà vécu, pas forcément une version aussi extrême, mais des versions, disons, plus légères de ce genre de pensées intrusives. Par exemple, c'est arrivé à beaucoup de gens, on est à un passage piéton, on attend que le feu devienne vert pour passer, et puis tout d'un coup il y a une pensée qui dit « et si je sautais sur la route et que je me faisais renverser par une voiture ?» C'est très rapide comme ça, très furtif, mais voilà, c'est un exemple de quelque chose qui est assez courant et auquel beaucoup de gens peuvent s'apparenter. Alors, une des choses qu'il est vraiment essentiel d'accentuer dans cet épisode, c'est justement le fait que malheureusement, nous ne sommes absolument pas en contrôle de ce flux de pensée. Tu l'auras bien compris, si nous étions en contrôle de notre flux de pensée, je pense qu'on choisirait des pensées différentes de tous les exemples que je viens de mentionner. Je pense qu'on choisirait d'avoir un flux de pensée tout à fait serein, calme, positif, good vibes only, et qu'on essaierait de se défaire de tout ce qui touche à des pensées dérangeantes, choquantes et tyrannisantes. Mais c'est bien ça le gros problème et le truc vraiment clé à comprendre, c'est que nous ne sommes pas en contrôle de ce flux de pensées. Les pensées arrivent comme ça, elles partent comme ça. C'est pour ça aussi qu'on parle de pensées intrusives, parce que elles sont comme un visiteur, en fait, non bienvenu, mais un visiteur quand même, qui surgit comme ça d'un coup. Un exemple assez classique pour donner une image un peu plus concrète de tout ça, c'est que si je te dis à l'heure actuelle, quoi que tu fasses, ne pense surtout pas à un éléphant rose, tu n'as absolument pas le droit de penser à un éléphant rose. Tu ne dois pas penser à un éléphant rose, ce n'est vraiment pas la chose que tu dois faire à l'heure actuelle, c'est de penser à un éléphant rose. Qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu ne le souhaites pas, même si tu essaies à tout prix de ne pas penser à ça, rien que par le fait d'essayer de ne pas penser à ça, tu vas penser à ça. Et d'ailleurs, c'est un peu le même fonctionnement vis-à-vis de nos émotions. Si je te dis maintenant que je prends un pistolet et que je le pointe sur ta tête et que je te dis quoi que tu fasses, tu n'as pas le droit d'être anxieux, parce que si je vais mettre des câbles sur ton cerveau et si j'arrive à voir que tu as un tout petit peu d'anxiété, un tout petit peu de peur qui surgit, je te tue. Tu n'arriveras pas à ne pas être anxieux. Même s'il en va d'une question de vie ou de mort, tu n'y arriveras pas. Et tout ça montre bien que, comme je l'ai dit, nous ne sommes absolument pas en contrôle de tout ça. Et on a envie d'être en contrôle de ça. Et donc en fait, j'en viens au deuxième point qui est extrêmement important de comprendre pour cet épisode.
c'est que le problème n'est absolument pas la pensée initiale que nous avons, mais en fait c'est la réaction que nous avons à cette pensée. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, une particularité de l'être humain, c'est que nous avons accès à la métacognition, qui est le fait de penser à nos pensées. Et donc à partir de là, comme je l'ai dit, on peut juger, analyser, décortiquer toutes nos pensées. Et ça, c'est un type de réaction qu'on peut avoir. Mais un autre type de réaction que nous pouvons avoir vis-à-vis de nos pensées, c'est l'acceptation. Ça, je vais justement en parler plus précisément parce que l'acceptation, c'est quelque chose qui est souvent très mal compris comme mot. Donc voilà, je vais en parler juste maintenant. Mais c'est juste pour expliquer que, puisque comme je l'ai dit, nous ne contrôlons pas ce flux de pensées, c'est très important de comprendre que je ne suis pas ces pensées. Et là, on rejoint le titre de cet épisode, Tu n'es pas tes pensées. Parce que comment est-ce que je peux être quelque chose que je ne contrôle pas? Ce que je suis et qui je suis, ce sont mes actions, mes comportements, mes valeurs. Et on peut même aller plus loin et dire que qui je suis vraiment au plus profond de moi-même, c'est mon essence, c'est mon âme. Ça, c'est plus voilà, pour les gens qui ont des croyances spirituelles. Mais dans tous les cas, je ne peux pas être mes pensées puisque ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai du contrôle. Et tout ça, tout ce dont je suis en train de parler, ce sont des concepts qui ont énormément de place dans beaucoup de philosophies anciennes, notamment le bouddhisme et la philosophie zen, puisque dans le bouddhisme, on parle du fait que beaucoup de notre souffrance humaine touche à l'attachement qu'on a aux choses, et notamment à l'attachement vis-à-vis de nos pensées. Et une grande pratique qui existe, notamment dans la méditation, c'est d'apprendre à devenir l'observateur de ses pensées. Donc la méditation rejoint beaucoup ce principe d'acceptation, ce principe de devenir l'observateur, mais je vais en parler prochainement. Ce n'est pas forcément l'outil le plus recommandé pour les personnes qui souffrent de différents troubles anxieux, parce que, voilà, j'y viendrai dans un instant, mais parce que c'est pas forcément la chose la plus accessible. Ensuite, nous avons le stoïcisme aussi comme philosophie qui prône la distinction entre les choses qui sont sous notre contrôle et les choses qui sont hors de notre contrôle. Les choses qui sont sous notre contrôle, notamment nos actions, et les choses qui sont hors de notre contrôle, notamment la plupart des choses qui se passent dans le monde extérieur, ainsi que nos pensées et nos émotions. Alors la psychologie moderne a emprunté énormément de ces concepts de philosophie ancienne pour l'appliquer au monde moderne, pour l'appliquer à l'humain moderne. Et donc dans beaucoup de thérapies modernes, on va utiliser notamment la pleine conscience et le mindfulness. Et aujourd'hui, je vais parler d'un concept très précis qui est issu de la thérapie qu'on dit la thérapie d'acceptation et d'engagement, la thérapie ACT, Acceptance and Commitment Therapy en anglais. Et c'est une thérapie qui s'est, comme je l'ai dit, beaucoup inspirée des idées de pleine conscience, qui sont donc notamment dérivées du bouddhisme et d'autres philosophies plus ancestrales. Alors, un des concepts vraiment clés dans la thérapie ACT, c'est le concept de ce qu'on appelle la diffusion cognitive. On peut aussi l'appeler la distanciation cognitive, même si le terme spécifique c'est diffusion. Et qu'est-ce que ça veut dire la diffusion cognitive? Ça veut dire créer de l'espace entre moi et le flux de mes pensées. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le flux de nos pensées peut malheureusement être extrêmement négatif et il n'est absolument pas sous notre contrôle. Et ça, c'est souvent une des premières choses qu'on essaye de faire quand on a des pensées qui sont négatives et qui ne sont pas agréables à avoir, c'est qu'on essaye de contrôler ce flux de pensées et qu'on finit par rentrer dans encore plus de conflits intérieurs et de rigidité intérieure. Et en fait, petit à petit, si on fait ça, on finit par avoir l'impression qu'on est en échec parce que le flux de pensées négatives va toujours reprendre le dessus au bout d'un moment. Et donc, le concept de la diffusion, c'est de pratiquer cette distanciation. À l'opposé d'essayer de supprimer ses pensées, on va essayer de créer plus d'espace entre moi et ses pensées. Donc ça passe par des outils assez concrets, notamment en premier lieu un outil très simple qui est au lieu de dire par exemple « je suis nul », là c'est la pensée telle qu'elle apparaît dans mon cerveau, c'est de dire « j'ai la pensée que je suis nul ». Ou bien « quelque chose en moi est en train de dire que je suis nul ». Ou encore « je remarque que j'ai la pensée que je suis nul ». Qu'est-ce que ça fait d'entendre ces versions-là plutôt que « je suis nul » ? Généralement, pour la plupart des gens, ça fait que la pensée a un peu moins de pouvoir sur moi. Si je dis « tiens, je remarque que j'ai la pensée que je suis nulle »,
Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai créé de la distance entre moi et cette pensée. Donc c'est exactement ça le concept de la diffusion, c'est de créer de l'espace, de créer de la distance. Donc après, ça peut être des exemples assez cartésiens aussi, par exemple de dire mon cerveau est en train de me dire que, trois petits points, j'insère ma pensée, ou bien mon amygdale est en train d'être activée. Mon amygdale, si jamais c'est la partie du cerveau qui gère la peur, les émotions négatives, le système de détection de danger, et donc je dis amygdale parce que voilà, c'est cette partie du cerveau qui, quand on est extrêmement activé dans la peur, c'est cette partie qui est activée. Donc je peux simplement dire, tiens, mon amygdale est en train d'être activée là. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément utilisé personnellement quand j'étais en plein cœur d'un trouble anxieux. C'était dans diverses situations dans lesquelles j'avais cette anxiété intense qui survenait, cette peur intense, avec tous les symptômes que tu connais peut-être, du cœur qui bat, des mains moites, d'avoir peut-être même l'impression que ta vision devient trouble, des jambes qui commencent à trembler, peut-être des mains qui commencent à trembler, de la transpiration. Bref, tous ces super symptômes de l'anxiété qu'on adore tous. Eh ben, je me suis souvent dit, Annabelle, t'inquiète pas, c'est juste ton amygdale qui est en train d'être activée. C'est juste ton amygdale qui est en train d'être activée. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'en fait, je me défusionne de ce qui est en train de se passer, je me défusionne de mes pensées. Et à travers ce défusionnage ou ce défusionnement, je donne moins de pouvoir à ces pensées et à ces symptômes. Donc à partir de là, le concept de la diffusion cognitive peut prendre plein de tournures différentes. Il y a plein d'outils, d'exemples qu'on peut utiliser. Vraiment, c'est quasiment infini et parce que ça peut être très créatif aussi, cette manière de se diffusionner. Et puis, différentes techniques vont parler à différentes personnes parce qu'on est tous un peu différents. Et donc, il y a certaines choses qui vont marcher plus pour toi et d'autres qui vont moins marcher pour toi. Et donc là, je vais donner d'autres petits exemples aussi que tu pourrais éventuellement essayer et puis pratiquer dans ta vie pour voir si elles te correspondent. Donc un autre exemple d'outil, c'est de voir ses pensées comme une radio qui est en bruit de fond. On a déjà tous eu l'expérience d'être dans un magasin ou dans un lieu public où il y a une radio qui joue. Et puis, vu que tu es concentré sur autre chose, bah tu n'entends plus forcément la musique, pourtant la musique est toujours là. Et donc, l'idée, c'est de commencer à voir certaines de ces pensées comme une radio en bruit de fond. C'est-à-dire que les pensées sont là, je n'ai pas la capacité de les arrêter, mais je peux décider de focaliser mon attention autre part et que voilà, ce flux de pensée va continuer à s'activer, va continuer à être là. Mais moi, je fais ma vie, je fais autre chose. Je n'y porte pas plus d'attention que ça. Ça, c'est une image qu'on peut avoir, c'est du bruit qui sort de ma tête comme ça. Ensuite, pour les gens qui aiment les images et qui aiment être un peu plus créatifs, on peut commencer à personnifier sa voix, personnifier ses pensées négatives. Par exemple, en imaginant un petit personnage un peu comme on veut l'imaginer, littéralement, les possibilités sont infinies. Donc ça va être un petit personnage un peu comme un gnome, on va dire. Et l'idée, c'est de commencer à voir ce petit personnage comme si c'était une sorte d'ami qui veut absolument aider, mais qui fait tout le contraire d'aider. Je pense qu'on a peut-être tous déjà connu ça, quelqu'un qui a vraiment très envie d'être utile, de se sentir utile, et puis d'aider, mais finalement qui fait tout le contraire et qui empire la situation. Beaucoup de séries et de films, pour enfants notamment, ont ce genre de personnage. Ce personnage un peu bébête, en fait, qui n'est pas très intelligent, mais qui a de très bonnes intentions. Eh ben, on peut voir nos pensées, notre flux de pensée, exactement comme ce genre de personnage qui a toutes les meilleures intentions d'aider, qui a envie d'être utile, mais qui n'est absolument pas utile. Et donc, c'est là qu'on peut, voilà, j'ai des pensées qui surviennent, et puis je dis merci d'essayer de m'aider, mais j'ai pas besoin de toi. Ou bien, voilà, mettons que je suis en train de travailler sur un projet qui me tient à cœur, par exemple au travail, et là, je commence à avoir ces pensées négatives qui vont me dire t'y arriveras jamais, tu es un imposteur, ce que tu fais c'est vraiment nul, t'es pas en train d'y arriver. Et là, on peut réagir en disant merci d'essayer de m'aider, mais je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire, j'ai pas vraiment besoin de t'écouter. Merci de me dire ça, je continue ce que je suis en train de faire.
Et puis, c'est pour les personnes, comme j'ai dit, créatives, elles peuvent même s'imaginer ce petit personnage qui est en train de sautiller autour de leur cerveau, qui est en train de dire toutes ses pensées. Mais voilà, moi, je continue parce que c'est pas vraiment utile ce que ce personnage est en train de me dire. C'est pas vraiment pertinent. Un autre exemple que je peux te donner, c'est essayer de chanter sa pensée. Donc j'ai une pensée négative qui survient, essayer de la chanter sur un thème de chanson connue, genre Joyeux anniversaire ou Jingle Bells. Mettons que la pensée c'est je suis nul. Je suis nul, je suis nul, je suis nul. Je suis nul, je suis nul, je suis nul. Et voilà, je pense que ça me fait rire directement. Peut-être que ça te fait rire aussi, mais c'est exactement ça le but, c'est que ça te fasse rire. C'est que tu la prennes moins au sérieux, cette pensée. Que tu t'en défusionnes, qu'elle perde son pouvoir. La pensée, elle a du pouvoir que si tu la crois, que si tu la prends au sérieux. Elle n'a plus de pouvoir si tu as la capacité à en rigoler, à la voir pour ce qu'elle est, ce qui est juste des mots qui apparaissent dans ton cerveau. Et donc ça, c'est un bon truc aussi à garder en tête, c'est que dès qu'on arrive à avoir de l'humour vis-à-vis de ce genre de pensée, on est sur la bonne voie. Parce que l'humour directement permet de dédramatiser et de moins la prendre au sérieux. Vis-à-vis de l'humour, il y a d'ailleurs une scène dans Harry Potter qui est hyper pertinente vis-à-vis de tout ça. Donc si tu es un ou une fan de Harry Potter, ça pourrait t'intéresser. Il y a une scène, je crois, c'est dans Le Prisonnier d'Azkaban, avec le professeur Lupin, où tous les élèves sont amenés à faire face à leur peur la plus profonde, et puis ils doivent... la peur la plus profonde va sortir de l'armoire, et puis ensuite ils doivent jeter un sort. Et le sort qu'ils doivent jeter à cette fameuse peur la plus profonde, c'est un sort pour ridiculiser cette peur, et qu'ils finissent par rigoler, et par utiliser l'humour en fait, pour ne plus prendre cette peur au sérieux. Et c'est ça tout le principe du sort. Et c'est hyper cool comme scène, un peu symboliquement ou même juste pratiquement vis-à-vis des concepts que je suis en train d'aborder, parce que littéralement, ils utilisent l'humour pour se défaire de leurs peurs les plus profondes. Et c'est exactement ça que notre cerveau peut parfois nous faire, c'est de nous tyranniser, de nous faire peur, de nous donner l'impression que c'est hyper sérieux. Et donc si je peux juste agiter ma baguette magique et faire en sorte que cette peur tourne en ridicule, cette peur devienne drôle, et ben elle perd de son pouvoir, cette peur. Donc si jamais je t'invite à aller voir cette scène de Harry Potter, tu pourras taper voilà, scène avec le professeur Lupin, parce que je crois qu'il y a des extraits directement sur YouTube. C'est une très belle image à garder en tête vis-à-vis de ce qu'on essaye de faire avec la diffusion cognitive. Et puis, un dernier exemple que je pourrais donner vis-à-vis de cette diffusion, c'est de trouver un titre qui représente et qui résume exactement tous les pires scénarios catastrophes de ces pensées négatives. Donc toutes les pensées négatives que tu peux avoir, tu vas les résumer et trouver un titre à ces pensées. Par exemple, le titre, ça peut être « Je n'en suis jamais capable »,« Le pire arrive toujours »,« Je n'y arriverai jamais »,« La vie est constamment contre moi ». Voilà, ça peut de nouveau être très créatif le titre, et puis l'idée c'est de commencer à voir ce titre comme un titre de livre ou un titre de documentaire. Et de le voir comme le titre d'une histoire que tu te racontes. Parce que toutes ces pensées qu'on a, ce flux de pensées, ce n'est rien d'autre que des histoires qu'on se raconte. Et donc là, tu peux noter, comme j'ai dit, ce titre sur un bout de papier et régulièrement observer ce titre et le voir comme une histoire. Et donc dès que tu as de nouveau ces pensées qui ressurgissent dans ta vie quotidienne, tu peux revenir à cette histoire et te dire « Ah tiens, voilà l'histoire du mec qui réussit jamais rien. Ah tiens, voilà encore l'histoire que tout le monde me déteste. Tiens, une fois de plus, voici l'histoire que la vie est contre moi. Ah, c'est marrant comme histoire, c'est marrant, je suis encore en train de la ressortir. » De nouveau, vu que je la vois comme une histoire que je me raconte, elle perd de son pouvoir. Et donc tu l'auras bien compris, à travers tous ces exercices et ces exemples que j'ai mentionnés, je n'ai absolument pas dit qu'il faut essayer de supprimer, de modifier ou de réprimer ces pensées négatives. Comme je l'ai dit, ce n'est pas possible. Donc l'idée, c'est que je développe une relation différente à ces pensées. La réaction que j'ai à ces pensées est différente. Je ne suis plus dans le conflit, je ne suis plus dans la répression, je ne suis plus dans la rigidité, je suis dans une forme d'acceptation en fait.
Et puis une autre chose qu'il est important de mentionner vis-à-vis de reprendre ce fameux pouvoir sur notre vie, c'est que souvent quand on est coincé dans ces flux de pensées négatives, nous ne sommes plus au contact du moment présent. Nous ne sommes plus au contact de la vie qui est en train de se passer autour de moi. Puisque je suis perdue à l'intérieur de mon cerveau, à l'intérieur de ce flux incessant, je n'arrive plus à me concentrer sur les choses qui sont en train de se passer autour de moi. Et dans les pires des cas, ça veut dire potentiellement que je n'arrive plus à me concentrer tout court. J'ai déjà entendu plein de gens qui disent j'arrive plus à lire, j'arrive plus à me concentrer sur un film, j'arrive plus à me concentrer sur les conversations autour de moi, j'arrive plus à me concentrer sur mon travail parce que je suis sans arrêt en rumination. Et donc finalement, ces pensées vont nous empêcher de vivre véritablement notre vie. Donc quelque chose d'autre qui peut être très utile, c'est de pratiquer des exercices qui vont nous remettre au contact du moment présent. Ce sont des fameux exercices de pleine conscience justement, où on va essayer de se refocaliser sur l'ici et maintenant. Donc des outils, des exemples d'outils concrets vis-à-vis de tout ça, ça peut être par exemple la respiration, l'ancrage à travers la respiration. Donc simplement prendre quelques instants pour se reconnecter à sa respiration, inspirer doucement, expirer doucement, compter ses respirations. J'avais déjà donné l'autre exemple dans un autre épisode de la respiration en carré où je vais inspirer sur 4, puis expirer sur 4, puis inspirer sur 4, etc. C'est très à la mode évidemment la respiration, mais c'est pas pour rien parce que c'est littéralement une des choses les plus accessibles qu'on a pour se reconnecter à ce qui se passe dans mon corps et ce qui se passe ici. Ensuite, nous avons l'exercice de l'ancrage à travers les 5 sens. Donc simplement se réancrer à travers l'un de nos 5 sens. Ça peut être le toucher, se reconnecter à mes pieds sur le sol, mes jambes, mes fesses sur la chaise, les bruits que je suis en train d'entendre, les odeurs que je perçois, ce que je vois autour de moi. Tout ça, ce sont aussi des manières de revenir dans l'ici et maintenant, de revenir dans le concret. Et attention, je le dis encore, ceci n'est jamais dans le but d'essayer de réprimer ses pensées, de réprimer des émotions, simplement de se reconnecter à la réalité directe autour de moi et de s'ancrer dans le moment présent. Et surtout de se reconnecter à ce qui finalement est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est notre vie, c'est nos valeurs, c'est nos actions, c'est les gens autour de nous, c'est la vie qui se passe autour de moi, c'est ça le plus important. C'est pas ce qui se passe dans ma tête qui est le plus important, c'est ce qui se passe autour de moi dans la vie. Et donc c'est une autre manière de reprendre contact avec cette vie, c'est de pratiquer cette pleine conscience au quotidien. Et c'est bien pour ça que tout à l'heure j'ai dit que la méditation n'est pas forcément l'outil le plus recommandé, c'est parce que la méditation c'est quelque chose où on doit prendre du temps spécifiquement pour ça, s'asseoir, se mettre sur le tapis, méditer. Alors ça fait déjà beaucoup de barrières à l'entrée, et puis en plus généralement il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'y arrivent pas, et qu'ils n'arrivent pas du tout à stopper le flux de pensée, et que du coup ils ont l'impression que ça marche pas, ils méditent mais ils sont frustrés, donc finalement ça crée encore plus de frustration et potentiellement plus de jugement. Alors c'est génial pour les gens qui y arrivent et pour qui ça marche et qui sont très contents d'avoir leur pratique de méditation, c'est génial, ça a été montré et démontré que ça a des impacts réels sur le cerveau. Mais l'idée de pratiquer la pleine conscience, c'est que c'est plus accessible au quotidien parce que je peux pratiquer ça pendant que je suis en train de marcher, pendant que je suis en train d'aller au travail, pendant que je suis en train de me brosser les dents, pendant que je suis en train de cuisiner, pendant que je suis en train de parler avec une personne que j'aime. Je peux à chaque fois essayer de me reconnecter à mes 5 sens, me reconnecter aux odeurs qui sont en train d'émaner de la soupe que je cuisine, me connecter au mouvement que je fais pendant que je suis en train de me brosser les dents, de vraiment diriger mon attention sur les mots qu'une personne en face de moi est en train de dire. Je peux me ressentir mes pieds sur le sol quand je suis au travail en train de travailler sur un projet sur l'ordinateur. Donc voilà, c'est pour ça que la pleine conscience est potentiellement plus accessible que simplement essayer de pratiquer de la méditation. Alors évidemment, si on a des traumatismes du passé qui sont toujours actifs, il va peut-être être important quand même de aussi travailler sur ces traumatismes spécifiquement, et les outils que je viens de mentionner ne seront peut-être pas suffisants pour vraiment processer tout ce qui a pu se passer de négatif. Mais pour beaucoup de gens, ce sont des outils qui peuvent déjà faire des grandes avancées vis-à-vis de se sentir plus en contrôle de sa vie, se sentir moins submergé, se sentir plus régulé. Et comme effet secondaire positif, en effet, l'anxiété et
Les émotions très négatives généralement vont diminuer petit à petit, même si ce n'est pas le but principal de ces pratiques, mais c'est souvent des effets secondaires bienvenus. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que cet épisode a pu t'apporter des réflexions intéressantes et des outils intéressants. Je t'invite vraiment à essayer de mettre certains de ces outils en pratique dans ta vie pour voir comment tu te sens, qu'est-ce que ça fait, comment est-ce que ça t'aide et volontiers pour avoir peut-être des retours aussi sur ce que tu as pensé de cet épisode. Et si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Spotify. Je vais te laisser du coup aujourd'hui avec 2 citations inspirantes. Le moment présent est le seul endroit où la vie existe. Thich Nhat Hanh. Je ne sais pas si je prononce son nom correctement, mais c'est un monsieur bouddhiste qui a écrit des livres, qui est très connu. La liberté, c'est de réaliser que vous n'êtes pas les histoires que votre esprit vous raconte. Tara Brach. Alors je vais te laisser aussi avec quelques pistes de réflexion et de lecture. Alors le premier livre que je recommanderais pour approfondir ta connaissance et ton étude de ce sujet, c'est un livre qui s'appelle Le piège du bonheur de Russ Harris. Alors Russ Harris est en effet un pionnier de la thérapie sur l'acceptation et l'engagement. Et dans ce livre, Le piège du bonheur, il en parle beaucoup des outils que je viens de mentionner, mais encore beaucoup d'autres. Et donc c'est très complet comme livre vis-à-vis de beaucoup des choses que j'ai pu aborder dans cet épisode. Le deuxième livre que je recommanderais, c'est L'acceptation radicale de Tara Brach. C'est une psychothérapeute américaine et une enseignante du bouddhisme aussi. Et elle y parle de comment mieux s'accepter et pratiquer l'acceptation envers soi-même et envers sa vie. Et puis, un grand classique qui est très connu dans le monde de la spiritualité, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, un enseignant spirituel. C'est un livre qui est un best-seller et qui parle justement de comment revenir à ce fameux moment présent. Merci beaucoup à toi de ton écoute et puis à bientôt pour un prochain épisode.